Eh bien, merci, Lord Nicholas Stern. Nous avons entendu votre appel à l'action collective pour arriver à une reprise à l'échelle mondiale. Évidemment, cette réflexion tombe à point nommé pour la conversation suivante qui s'intéresse à l'architecture mondiale. Monsieur José Andel Grandio Ocampo est professeur et coprésident de l'initiative pour le dialogue des politiques à l'Université de New York de Cornell. Et nous avons également 4 autres participants qui viennent du monde entier. Wenbei Zhang, vice-président de la Banque de développement agricole de Chine, Ad Massou, président et PDG de la Banque africaine, Alexia Latortue, directeur général de la stratégie, Banque de la BERD, et M. Alfred Schlarek, coaché, chercheur et Conseil de recherche national scientifique d'Argentine. Avant de vous donner la parole, j'aimerais rappeler à nos participants qu'ils peuvent continuer d'envoyer leurs questions grâce à la plateforme, utiliser la plateforme et nous serons très heureux de répondre à la fin. José Antonio, vous avez la parole. Merci. José Antonio, peut-être que vous devez allumer votre micro. Non, en fait, ça fonctionne maintenant, on vous entend. José Antonio, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Merci de cette invitation. Je ne sais pas si vous êtes, si c'est le matin ou l'après-midi chez vous. En même temps, j'aimerais présenter quelques-unes des problématiques dont je pense que nous devons les aborder sur la base du papier académique qui a servi de fondement à cette recherche. Première question, comment les banques de développement soutiennent la réalisation des ODD à cet égard? Je crois qu'il y a 2 points cruciaux. Du fait de la crise que nous traversons actuellement, quel est le rôle contracyclique? Comment est-ce qu'ils vont soutenir l'économie pendant la crise? Comment est-ce que nous allons participer à la reprise de l'activité économique? Deuxièmement, le problème à long terme que Lord Nicholas Stern a évoqué, qui est important en tant que tel, la question de la réduction des inégalités internationales, les inégalités régionales, les inégalités sociales au sein même d'un pays. Ça, c'est l'objectif du travail d'une banque de développement. Mais dans notre papier, nous soulignons 2 autres points. Le soutien à l'innovation dans les pays en voie de développement, ça, c'est un sujet très important. Deuxièmement, le changement climatique, l'adaptation, la réduction des effets, ça, c'est un autre objectif au niveau duquel nous devons investir. Deuxième grand thème, comment est-ce que les banques de développement fonctionnent de manière systémique? Est-ce que la Banque mondiale, les banques régionales de développement, la Banque islamique de développement, les banques interrégionales, les banques subrégionales et les banques nationales de développement, les banques infranationales de développement, comment est-ce qu'elles peuvent collaborer pour parvenir à tous ces objectifs dont nous avons parlé? Avec ces quelques remarques initiales, commençons par la première. Que font les banques de développement dans le cadre de leur mandat pour soutenir les pays, les régions, les secteurs qu'elles sont censées soutenir? Je donne la parole à Monsieur Adoussa Kamador. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être participé à ce panel. Très rapidement, José, je crois que nous avons donc la TDB, qui est la Banque de commerce et de développement. Le commerce et les échanges sont très importants et les échanges sont étroitement liés aux exportations, importations du secteur privé, mais nous faisons également de financement de projets, de financement d'entreprises
Et aussi, nous faisons de l'agriculture, nous travaillons dans le domaine de l'industrie, des infrastructures. En d'autres termes, nous avons une couverture assez vaste. Nous travaillons à l'échelle de plusieurs types de secteurs et le secteur privé est très présent. Un grand nombre des ODD couvre plusieurs de ces secteurs. Il y a bien sûr des ODD transversaux, les partenariats. Les partenariats jouent un rôle très important dans notre positionnement et dans notre croissance. Contrairement aux banques multilatérales souveraines, nous avons des sociétés d'assurance, des fonds de pension, nous avons d'autres institutions financières spécialisées et nous avons une structure donc hybride, mixte et nous avons énormément de capitaux croisés. Nous contribuons par ailleurs à favoriser le financement dans plusieurs secteurs en développement. Ceci nous a permis une croissance très rapide au fil des années. S'agissant de nos produits et services, nous avons un mandat très large. Nous faisons du financement à très court terme avec des lettres de crédit, du refinancement. Nous faisons du soutien aux exportations. Nous faisons également de prêts aux entreprises de 3 à 7 ans, parfois plus en fonction de la situation. Et de l'autre côté, nous faisons de l'infrastructure, beaucoup d'énergie renouvelable. Nous sommes très fiers que 3/4 de notre portefeuille énergie soit concerné par des énergies renouvelables, de l'éolien. Nous faisons du solaire, nous allons faire du géothermique, une très forte empreinte dans le domaine des renouvelables. Par conséquent, nous sommes une institution de financement du développement très diversifiée de 22 pays qui vont du Mozambique dans le sud jusqu'à l'Égypte et l'île Maurice. Oui, nous avons une croissance d'environ 20% par année et ce depuis près d'une décennie. Bien sûr, l'Afrique a progressé très fortement depuis une dizaine d'années. Nous avons été très actifs au cours de ces 10 années. Donc, j'aimerais peut-être revenir tout à l'heure sur ce que nous avons fait s'agissant de la crise de la COVID. Je reviendrai peut-être plus avant sur la manière dont nous pouvons renforcer cet agenda. Oui, effectivement, nous avons quelques minutes. Pouvez-vous nous parler justement de ce que vous faites dans le contexte de la crise actuelle de la COVID? Nous avons un peu de temps. Merci, José. Eh bien, l'une des choses que nous avons fait très rapidement, nous avons essayé de ne pas trop nous impliquer dans la crise. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour veiller à ce que la banque ne ferme pas. Nous avons commencé à travailler de chez nous et nous avons veillé à rester ouverts, à pouvoir continuer de faire toutes les opérations. Comme vous le savez, les échanges ont été très fortement impactés, vu ce qui s'est passé, les confinements, la baisse de la demande. Mais en même temps, la demande a continué dans d'autres pays. Nous importons beaucoup de produits essentiels qui sont essentiels à plusieurs pays. Nous importons notamment de l'engrais, des produits alimentaires, des médicaments. Parfois, il nous arrive également de subvenir à des besoins combustibles. Nous avons donc essayé, avec le ralentissement, la complexité de la logistique, nous avons essayé de tout faire pour rester en fonctionnement. Vous avez parlé d'innovation tout à l'heure aussi. Nous nous sommes justement rendu compte qu'il était parfois très difficile de faire affaire comme auparavant, dans la mesure où il y avait un allongement des délais quand on utilisait les moyens habituels d'envoyer des documents. On ne pouvait plus faire les opérations de vérification comme avant. Finalement, nous avons commencé à introduire des technologies, le blockchain en particulier. Nous avons réussi à convaincre des contreparties à utiliser ce genre de registre distribué pour échanger de la documentation
pour vraiment passer à la signature électronique qui nous permet de continuer à fonctionner. Voilà du côté innovation, mais nous nous sommes également efforcés. Nous avons essayé de maintenir nos clients habituels. Il ne s'agissait pas non plus de renoncer à nos engagements. En même temps, nous avons revu la priorité dans plusieurs installations et nous avons indiqué à plusieurs de nos clients, souverains et autres, que s'ils devaient faire une demande rapide, il y avait un processus accélération. On a pu augmenter les crédits dans le secteur médical. S'il y avait des besoins particuliers d'augmenter les importations d'équipements médicaux, eh bien, nous avons été en mesure de leur fournir. Bien sûr, on avait déjà un certain nombre de ces clients avant la COVID. On a simplement profité, si je puis dire, de la COVID pour accélérer nos processus. Nous avons également rassurer nos clients en leur indiquant que nous n'allions pas ralentir nos opérations. Beaucoup de banques ont ralenti leurs opérations. Merci beaucoup, Anne-Massou. Je donne la parole à Alexia La Tortue. Merci beaucoup, José. Bonjour à tous et à toutes. La BERD, nous pensons avoir un rôle tout à fait central, une contribution essentielle à jouer au niveau des objectifs de développement durable. Nous avons été fondés en 1991, à un moment très particulier de l'histoire européenne avec la chute du mur de Berlin. Au départ, la BERD avait un mandat très spécifique, aider les ex-républiques soviétiques à devenir des économies de marché et à promouvoir l'esprit d'Antidive. Le développement du secteur privé fait vraiment partie de l'ADN de la BERD. Environ 80% de nos opérations chaque année se fait dans le secteur privé, et ce depuis des années. Pour être honnête, toutefois, si on regarde les objectifs avant les ODD, les objectifs de développement du millénaire, on ne savait pas très bien comment y contribuer, quelle était notre pertinence, car nous ne travaillons pas beaucoup dans les secteurs sociaux. Mais en 2016, vu notre expérience dans certains pays, vu notre expérience des crises régionales et vu la littérature, nous avons revu la manière dont nous voyons notre mandat en matière de transition. Nous sommes restés axés sur la nécessité de favoriser la transition à l'économie de marché, mais pas n'importe quel type d'économie de marché. Nous avons appris que vraiment, il fallait que les économies de marché aient certaines qualités, 6 en particulier, la compétitivité, l'intégration, la résilience, le côté protection de l'environnement, la bonne gouvernance et l'inclusivité. Ces 6 qualités sont tout à fait en ligne avec les ODD. Tout d'un coup, nous nous sommes trouvés tout à fait en pertinence avec l'objectif global et nous avions une contribution très forte concernant la croissance économique, les villes durables, l'égalité homme-femme, l'innovation. Nous nous sommes tout à coup retrouvés comme faisant partie de ce mouvement global très pertinent avec le mandat du secteur privé très aligné sur l'agenda d'Addis Abeba. Et il nous faut des ressources pas simplement intérieures de l'APD, mais on a besoin également du financement du secteur privé pour parvenir à tous ces objectifs. Donc, quelques exemples de la manière dont nous avons essayé d'aider les pays à atteindre les ODD. Nous sommes très axés sur le secteur privé. Nous combinons des investissements avec les engagements politiques et l'assistance technique. Si vous regardez le financement pour le développement, l'importance du travail sur les politiques est importante. Nous avons fait également du travail sélectif dans le secteur public, surtout pour débloquer des opportunités de financement du secteur privé, pour introduire la discipline et l'efficience de l'approche de marché, pour aider les pays à mettre en œuvre des réformes. Avec notre action commerciale, nous veillons à soutenir les marchés et nous ne voulons pas, bien sûr, les remplacer. Nous travaillons dans certains secteurs, les institutions financières, les infrastructures durables, l'industrie, l'agri-industrie, mais nous avons une présence locale, plus de 1000 personnes dans
58 bureaux dans les 38 pays où nous sommes présents, ce qui nous permet de développer cette relation avec les gouvernements pour le travail qui est si essentiel. Cela nous permet d'avoir des relations avec les clients, y compris des clients locaux, pas simplement les multinationales, les villes secondaires. Nous travaillons vraiment beaucoup dans le domaine de l'environnement, l'agenda vert. Plus de 40% de nos opérations se font dans le domaine de l'environnement. Plus de 50% de nos opérations doivent être dans ce secteur d'ici 2025. Nous travaillons beaucoup sur notre alignement sur l'accord de Paris. S'agissant de la résilience, qui est une des questions que nous cherchons, nous faisons également beaucoup d'opérations pour aider à développer les marchés financiers locaux. Donc 40% de ce que nous faisons, José, se fait en monnaie locale. Développer les PME pour les aider à emprunter en monnaie locale. S'agissant des PME toujours, dans un tiers de nos projets, nous avons des PME qui sont impliqués au niveau du financement et du conseil. Vous avez parlé d'égalité tout à l'heure. Nous faisons beaucoup d'actions dans le domaine de l'égalité des chances. Nous travaillons avec des groupes défavorisés, les femmes, les jeunes, pour leur donner accès à l'emploi, aux compétences, au financement, à des services et à des infrastructures de base. Avec les années, la BERD a vraiment été capable de répondre à ces grandes tendances, la chute du mur de Berlin, les crises financières, le printemps dans les pays arabes. Donc nous pensons être vraiment une institution agile, mais bien sûr, la COVID a été une épreuve, une mise à l'épreuve de notre agilité. Nous pensons nous en être sortis jusqu'à présent, mais peut-être que le pire est encore à venir. Comme les autres banques multilatérales de développement, nous avons un rôle contracyclique et je crois que nous avons vraiment agi vite pour augmenter le volume de nos opérations dans les pays. Avec la BERD, nous avons plus d'opérations que jamais. Fin septembre, 7,9 milliards d'euros par rapport à 2019, 5,8 milliards d'euros. Donc c'est vraiment très bien, mais il faut que je finisse, bien sûr, mais il faut vraiment ne pas se focaliser sur la quantité, mais regarder aussi la qualité. Donc l'agenda vert, l'égalité, le digital, la relation entre marché et État. Les entreprises ont vraiment besoin de fonds propres, pas simplement de dettes. Comment répondre à ce qui a été dit sur l'importance des infrastructures décarbonées? Voilà les défis auxquels il nous faudra répondre lors de la reprise économique. Merci Alexia. J'aimerais souligner en particulier ce que vous avez dit sur la qualité des économies de marché. Je crois que c'est un concept qui doit sous-tendre l'ensemble de notre action. Je donne maintenant la parole à M. Boyko Chan pour ses remarques. C'est à mon tour, oui. Merci, José. Chers collègues, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette conférence. Je tiens à remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. Très brièvement, j'aimerais vous parler tout d'abord de la manière dont la Banque de développement agricole de Chine soutient l'agenda en matière de développement. Comme vous le savez, la DBC a été mise sur pied en 1994. C'est une banque, une des seules banques spécialisées dans le développement en région agricole. La banque, depuis sa création, a travaillé sur un certain nombre de points, notamment la sécurité alimentaire, la modernisation et les infrastructures rurales face à la COVID-19. La banque a rapidement ouvert une ligne d'urgence pour l'approbation des prêts.
pour pouvoir assurer la continuité de la production, le soutien financier, en particulier aux petites et moyennes entreprises, même les micro-entreprises, pour pouvoir revenir à une situation de fonctionnement normal. Nous avons fourni énormément de support. À la fin du troisième trimestre, on avait un total de 7,67 milliards de yuan. Pour les 3 premiers trimestres, un total de 1,7 milliards de yuan pour soutenir l'agriculture ont été déboursés. Voilà pour ce qui est de nos opérations jusqu'à présent. Je crois que la banque joue un rôle très important. Il s'agit de vraiment lutter contre la pauvreté en région rurale, de soutenir la construction des infrastructures et la réinstallation des populations défavorisées. Il s'agit vraiment de contribuer aux services publics comme l'éducation, la santé dans toutes ces régions. Depuis 2015, la banque a émis un total de prêts pour lutter contre la pauvreté avec un total de 1,5 milliard de yuan pour la lutte contre la pauvreté. La banque fait également d'efforts pour contribuer à la sécurité alimentaire. Nous avons mis en œuvre une politique de réserve pour soutenir l'achat de stocks pour stabiliser les prix alimentaires et protéger le secteur. La banque a également mis en œuvre un projet de développement de technologies agricoles pour améliorer les capacités de production. À la fin du troisième trimestre, la banque avait émis un certain nombre de prêts pour favoriser le développement des technologies vertes. La banque a également soutenu les infrastructures rurales et leur développement dans les années récentes. Nous sommes beaucoup concentrés sur le secteur des transports, de l'eau dans les régions rurales. La banque soutient les infrastructures rurales et leur développement pour améliorer le niveau de vie des agriculteurs. Nous avons un certain nombre de prêts dans ce secteur. Quatrièmement, la banque apporte un soutien actif au développement des micro-entreprises dans le secteur rural. La banque a fourni un prêt de 32,2 milliards de dollars, en particulier pour des entreprises de très petite taille dans le secteur agricole. Cinquièmement, la banque met l'accent sur la promotion de la protection de l'environnement. La banque pratique activement le concept de développement vert, s'intéresse beaucoup à la gestion des projets pour protéger l'environnement. Il s'agit de développer également le financement vert, la conservation de l'énergie et la réduction des émissions. La banque a émis des obligations vertes énormément, avec un total de 20 milliards de yuan chinois, avec plus de 800 millions de yuan pour soutenir plus de 3000 projets verts. Nous soutenons également activement la protection des rivières et des bassins. En outre, la banque procède à un certain nombre de
projets de soutien pour les entreprises, pour financer des services financiers, le règlement international et le financement par le commerce. Jusqu'à présent, nous avons un réseau de banques correspondant dans plus de 60 pays et régions du monde pour faciliter l'importation et l'exportation de produits agricoles compte tenu de la globalisation des multinationales. Voilà les principaux éléments d'action de notre banque depuis un an. Je vous remercie beaucoup, José. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup, Waikai. J'aimerais peut-être souligner deux points qui ont été évoqués, le soutien aux petites entreprises, l'inclusion financière, et deuxièmement, l'agenda qu'on dit l'agenda vert. Ce dernier point, vous venez de nous parler des banques correspondantes que vous avez dans 60 pays. C'est très intéressant s'agissant de la question dont on peut collaborer avec d'autres institutions bancaires. J'aimerais donner la parole à Alfredo Schlarek qui va nous faire son intervention. Merci, José Antonio. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui avec vous. J'aimerais dire plusieurs choses. Il s'agit d'un papier de recherche qui a été élaboré dans le cadre de ce sommet Finances en commun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre site Internet. Le papier s'y trouve. Le principal message qui est le nôtre dans ce papier consiste à dire que les banques nationales de développement, les banques multilatérales de développement, toutes doivent considérer les risques de change et de balance de paiement si vraiment ils veulent pouvoir atteindre les ODD. S'agissant même de la crise de la Covid, d'ailleurs. En pratique, ce que nous avons analysé, s'agissant des banques multilatérales de développement, quand elles prêtent à une banque nationale de développement ou au ministère des Finances directement, en dollars américains, en devises fortes, ces banques nationales de développement vont faire de la rétrocession pour divers projets et les projets en question peuvent contribuer à des exportations, c'est-à-dire que l'on génère des dollars américains, par exemple la construction d'un port ou développer l'agriculture d'exportation, ou alors il peut s'agir d'investissements intérieurs. Dans ce cas, cela ne génère pas de devises fortes, par exemple une ferme solaire ou un autre système. Donc clairement ici, il y a un décalage de devises entre les prêts en dollars américains et les investissements en monnaie locale. Ce n'est pas le cas lorsque ces projets favorisent les exportations. Ce que cela veut dire, c'est que si on veut pouvoir rembourser ces prêts, les banques nationales de développement et même les projets nationaux doivent avoir accès au marché d'échange sur le marché intérieur pour pouvoir rembourser ce prêt en dollars américains. Nous avons ici un risque de change très clairement et même un risque de crise de balance des paiements. Eh bien, c'est-à-dire, à ce moment-là, vous n'avez pas assez de dollars américains qui viennent, par exemple, d'Argentine. On connaît le problème, mais je sais que il y a certainement d'autres pays qui ont des problèmes similaires. Par conséquent, la question est la suivante. Compte tenu de ce risque de change et de crise de balance des paiements, quelle est la proportion optimale de projets intérieurs et de projets axés sur les exportations? Eh bien, la réponse à cette question dépend des conditions concernant le dollar américain sur ce marché. Ici, nous analysons 3 scénarios différents. Premièrement, il y a énormément de liquidités
dollar américain. Deuxièmement, il y a pas mal de liquidités. Et troisièmement, il y a peu de liquidités. Eh bien, ce troisième scénario, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde après la pandémie de la COVID. Donc, lorsqu'il y a une abondance de réserves en devises, de trésorerie en dollars, il n'y a pas trop de problèmes. Les banques, aussi bien nationales que multilatérales, peuvent définir la part des projets qui sont destinés à l'exportation et d'autres qui sont réservés à l'utilisation intérieure. Le risque est bien maîtrisé. C'est d'ailleurs la condition que de nombreux pays développés connaissent déjà, la situation pratiquée dans des pays industriels. Mais si l'on veut avoir des projets à orientation intérieure, on peut se limiter justement à que des projets intérieurs. Mais si on se trouve dans une situation normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une abondance de dollars dans les réserves, et là, la question se pose de savoir comment les différents projets se présentent par rapport à ces problèmes de liquidité. Mais enfin, là, il n'y a toujours pas de problème de balance de paiement, sauf s'il y a une grande partie de projets destinés aux exportations. Cela étant, on peut favoriser les projets destinés à l'exportation pour faire intervenir des rentrées de devises. Mais par contre, si on se retrouve dans une situation où il y a une pénurie de devises et de dollars en particulier, là, il y a un problème de balance de paiement et là, il devient important d'investir dans des projets destinés à l'exportation précisément pour accroître l'entrée de devises et de dollars en particulier. Merci, merci Alfredo. Vous avez mis le doigt sur un problème qui sera abordé dans la deuxième partie de la discussion pour voir comment réduire ce risque de devise et en particulier le rôle des banques multilatérales de développement en la matière. Passons justement tout de suite à la deuxième série de questions pour approfondir cette question. Le système des banques multilatérales, comment celles-ci peuvent-elles s'entraider pour pouvoir atteindre ces objectifs du développement sans compromettre leur structure. Pour ne pas perdre de temps, je vous propose de donner non pas 5, mais 4 minutes de temps de parole à chaque intervenant. D'abord, Alexia. Merci. Vous avez tout à fait raison, José Antonio. Il est essentiel de faire face à ce double défi. D'un côté, il y a une réaction à la crise économique et sanitaire et la reconstruction. Les banques multilatérales de développement participent déjà à cette collaboration, et la BERD en particulier. C'est pertinemment que la qualité des échanges, le nombre des échanges que nous avons avec nos partenaires est essentiel pour pouvoir faire face aux effets systémiques. Comme nous sommes un petit peu serrés par le temps, je vous propose de vous faire part de 5 idées. D'abord, c'est que nous sommes dans un paysage très diversifié, mais dans cette diversité, il faut quand même une espèce de terrain d'entente, des points communs, des normes communes, et le rapport du G20 là-dessus en parle. Cohérence dans nos politiques, avoir une seule voix, surtout déjà au niveau national, des politiques qui ne viennent pas évincer le secteur privé, mais au contraire le permettent d'intervenir, d'agir, également tenir compte des questions sociales et de gouvernance, ESG, donc des politiques unifiées autour de normes et des objectifs communs. Deuxièmement, tirer parti de la complémentarité. Et là, il est important de souligner que cette diversité peut effectivement être une source de force. Nous ne sommes pas là pour nous remplacer les uns les autres. Si vous voyez la diversité des objectifs des ODD, aucun établissement, aucune institution ne peut être expert dans tous les domaines. Et donc, il faut bien comprendre ce que sont nos forces respectives pour conjuguer nos efforts, et ceci est essentiel. Troisième grande idée, et là, c'est l'idée de promouvoir, si vous voulez, l'égalité des voix dans le système. Je m'explique, et Nick en a parlé d'ailleurs.
Il me semble qu'aucun pays, aucune région, aucune banque de développement ne dispose à elle seule de toute la sagesse du monde, ne dispose d'un palmarès en quelque sorte absolument irréprochable. Il faut être ouvert à la critique pour que chaque acteur du système puisse être entendu, puisse influer sur le cours des choses. Et puis, quatrièmement, compte tenu de l'ampleur des défis, mais également des opportunités et de la pression budgétaire que connaissent les pays, il faut tout faire pour, en quelque sorte, arriver à assainir notre bilan commun. Et là, il y a des banques de développement qui ont procédé à des échanges d'exposition de risques pour créer davantage d'espace pour les augmentations de capitaux. Donc ça, il y a des innovations bilancielles qu'il convient d'approfondir. Et puis, cinquièmement, il faut trouver des façons de travailler de manière plus efficace, en particulier avoir, disons, ce qu'on appelle le concept de banque principale, en quelque sorte, qui serait garante en quelque sorte des autres banques pour éviter de reproduire à chaque fois les exercices de due diligence. Au niveau des banques nationales, ça peut être plus difficile d'arriver à cette collaboration et ici nous pourrons voir peut-être ce qui peut être fait. Mais lorsqu'une banque nationale a un mandat commercial, là la collaboration est facile avec la banque lituanienne de développement, la VIPA, depuis 2017. Nous avons beaucoup travaillé sur les projets d'efficacité énergétique pour les immeubles résidentiels. Mais lorsqu'il n'y a pas cette orientation commerciale, il peut être difficile de trouver des opportunités de collaboration. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Alexia La Tortue, pour ces idées de collaboration. Je pourrais vous signaler une chose. La complémentarité des banques de développement est une bonne chose, mais la concurrence entre ces banques peut être bonne pour les pays. C'est vrai, c'est juste. Moi, lorsque j'étais ministre des Finances de mon pays, en Colombie, je me rappelle, c'était toujours un avantage, à la limite, pour la Colombie, de pouvoir avoir accès à 3 banques multilatérales de développement, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et la Banque de développement d'Amérique latine. Donc c'était une bonne chose parce que on pouvait avoir une espèce de concurrence. Oui, et si je peux dire, ce que vous dites est juste, lorsqu'on parle du système, il faut quand même avoir une vue d'ensemble, hein, pas simplement nous regarder que nous-mêmes, mais avoir une vue d'ensemble de nos interlocuteurs et pas simplement nous-mêmes. Merci, je donnerai la parole à Wensai Zhang. Merci, Président. Et oui, effectivement, les enjeux sont redoutables et surtout dans ce programme de développement à l'échelle mondiale pour les objectifs du développement durable. Cette collaboration s'impose. Il s'agit de voir comment améliorer surtout la coopération, la coordination entre ces grands acteurs que sont les banques de développement et en particulier les banques multilatérales de développement au niveau mondial, mais également régional et sous-régional. Et d'ailleurs, il y a d'autres acteurs importants, notamment, bien entendu, le secteur privé. Donc, ce qui paraît essentiel, c'est d'avoir en place les mécanismes appropriés pour travailler ensemble, pour faire face aux grands défis, encore une fois, aux grands enjeux au niveau national, au niveau international. Il y a une complémentarité entre les différents acteurs, nous le savons, les banques qui ont une action à l'échelle mondiale, évidemment, ont une vue d'ensemble. Les banques régionales connaissent la situation des pays membres de la région et les banques nationales connaissent individuellement la situation des pays. Donc, à chaque établissement son point de vue et chaque établissement, chaque institution a ses avantages, j'allais dire, compétitifs. Et il faut pouvoir permettre à ces différents avantages de se concilier plutôt que de les placer les uns contre les autres. Cela étant, il y a
un grand souci, c'est qu'actuellement, il y a un problème de liquidité. Il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire face aux grands enjeux, notamment les enjeux du développement durable à l'échelle mondiale. Donc, il y a une juste allocation des ressources qui s'impose. Évidemment, l'aide publique au développement continuera de jouer un rôle important dans les années à venir, c'est clair, et les pays développés seront amenés à contribuer davantage, mais les pays en développement, à leur tour, devront quand même également mettre la main à la poche, pour ainsi dire, devront consentir les efforts à leur propre niveau. La question qui se pose, c'est celle du secteur privé. Comment catalyser, comment faire intervenir les fonds venant du secteur privé? On en parle depuis des années, mais comment intéresser, comment motiver, comment inciter le secteur privé à participer à ce grand projet? Là, c'est une question qui est loin d'être réglée pour les banques de développement, qui ont pourtant comme interlocuteurs des établissements privés. Comment, par exemple, mettre en place des projets, des partenariats publics-privés? Voilà une question qui reste d'actualité. Troisièmement, je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous devons voir comment permettre de développer des projets en monnaie locale pour pouvoir être présent sur le marché local et proposer des financements en devises locales. Et évidemment, les banques internationales de développement doivent pouvoir mutualiser dans quelque sorte leur bilan pour pouvoir intervenir de manière plus sereine sur les pays en développement. Alors, il y a d'autres banques de développement au niveau aussi bien national que multinational, que multilatéral, peuvent mobiliser des ressources diverses. La question toujours est de savoir comment ou quels mécanismes innovants peuvent être mis en œuvre pour mobiliser des moyens supplémentaires. Alors, on parlait également du numérique et des technologies qui nous permettront de progresser, et comment faire en sorte que les pays en développement peuvent à leur tour intégrer ces nouvelles technologies. Bon, il y a une nécessité de moyens financiers, mais c'est surtout le transfert de technologies à l'échelle de pays, le renforcement des capacités qui là encore fait défaut. Il reste encore beaucoup à faire, et dans les jours à venir, je pense que les banques de développement peuvent également œuvrer dans ce sens pour favoriser ces transferts de technologies, notamment de technologies numériques. Ce qui paraît essentiel, c'est de travailler ensemble au niveau des projets qui peuvent être cofinancés, des moyens peuvent être mutualisés pour, dans certains cas, mettre l'accent sur telle priorité dans tel pays. La banque, bien entendu, a collaboré avec d'autres banques correspondantes dans différents pays. Donc, ce genre de choses peut être fait pour favoriser les investissements, mais également les échanges financiers, les exportations. Enfin, il y a des choses que nous pouvons faire, et les banques nationales de développement peuvent, les banques multilatérales peuvent travailler avec les établissements nationaux ou avec d'autres acteurs. Il y a différentes techniques pour ces instruments de cofinancement. Oui, je vous remercie. Et la question se pose du rôle du secteur privé. On l'a évoqué dans plusieurs interventions. La BERD, mais d'autres établissements régionaux sont déjà intervenus pour mobiliser le secteur privé. Je donne la parole maintenant à Alfredo. Merci, José Antonio. Je pense que cette coopération entre les banques nationales de développement, les banques multilatérales de développement, mais également les établissements sous-régionaux, cette collaboration, évidemment, elle est essentielle. C'est ce cadre-là qui permettra d'avoir cette dimension nécessaire pour mener à bien certains projets, mais il faut que les risques de balance de paiement, les risques de
de devises doivent être méprisés. Alors, il y en a qui disent il n'y a qu'à prendre des instruments de couverture contre le risque de devises, mais vous savez que dans certains pays en développement, ces instruments de couverture soit n'existent pas, soit ils sont hors de prix, soit ils sont simplement inabordable. Donc la seule option dans ces cas-là, c'est de s'assurer qu'il y ait un financement accordé aux projets qui sont associés à des hauts rendements, ce qui permettra en contrepartie de financer des projets plus modestes au niveau intérieur. Mais ce qui paraît important, c'est que les établissements multilatéraux réduisent les taux d'intérêt accordés à ces établissements nationaux pour éviter d'alourdir la dette de ces établissements en devises en dollars. Également assouplir les conditions et modalités pour que l'échéancier soit prolongé, pour que les banques ne soient pas tenues de repayer ou que les acteurs soient amenés à rembourser des montants trop élevés, surtout en devises. Et puis souvent, un troisième aspect, c'est que pour que ces projets d'investissement soient menés à bien, il faut importer pas mal de biens. Si vous voulez construire, par exemple, ce qu'on appelle une ferme solaire, eh bien, il faut acheter ces biens d'équipement en Europe, en Chine, aux États-Unis. Et pour ça, il faut déjà des devises, il faut déjà des dollars américains. Et ça, c'est déjà un problème dès le départ. Et il me semble qu'il faut réfléchir davantage à cette question et proposer des solutions innovantes pour financer et accompagner ce type de projet entre banques. Merci Alfredo. Et voilà des observations extrêmement pertinentes. On voit comment les banques locales peuvent intervenir avec d'autres acteurs, que cette question de financement de projets en devises locales peut être une réponse, mais la question des devises en dollars se pose quand même. Admassou. Écoutez, nous avons parlé de la façon dont les banques de développement peuvent fonctionner en tant que système lorsqu'elles sont coordonnées. En fait, la question est de savoir comment on va au-delà de la simple collaboration au niveau des transactions. La question est de savoir quelles seraient les façons plus systématiques de collaborer. Nous avons souvent encouragé cette idée de club qui réunit 28 banques de développement qui ont un engagement partagé, qui partagent, si vous voulez, cette valeur. Et en tant que club, nous avons promu un certain nombre d'initiatives stratégiques, notamment pour ce qui concerne l'énergie dite verte, mais également la collaboration entre membres. Et donc, nous avons travaillé avec justement l'AFD, l'Agence française de développement, mais également la QFW et d'ailleurs la KfW, et d'ailleurs avec la crise sanitaire, nous avons été amenés à collaborer plus étroitement en fonction des circonstances de chaque institution. Comme l'a dit Alfredo, si vous vous retrouvez dans le monde en développement et vous n'êtes pas un établissement multilatéral à l'échelle mondiale, eh bien vous aurez peut-être un problème de liquidité, d'avoir de réserves en dollars, en devises, où le risque de devise se pose. Si vous émettez des eurobonds, des euro-obligations, ça peut être également associé à d'autres problèmes. Donc l'idée, c'est d'avoir une forme de coopération, de mutualisation dans certains cas. La question est de savoir comment ceci peut se faire de manière plus systématique. Il y a une chose tout à fait remarquable que nous avons réussi à faire avec un certain nombre de nos partenaires, c'est de signer ce qu'on appelle des accords de participation au risque. Risk Participation Agreement, ce qui vous donne, qui prévoit un engagement, c'est-à-dire ce que fait une banque en développement
pour accompagner notre banque dans la réalisation d'un projet. Alors, évidemment, nous nous intéressons surtout aux échanges commerciaux. Donc, lorsque ces accords de participation au risque, nous en avons signé avec 5 banques qui nous disent, de développement, qui nous disent, vous êtes plus proche du terrain, il y a le risque sanitaire, les gens ne voyagent pas. Nous vous faisons confiance pour conclure les accords et quel que soit l'accord, nous y entrons à hauteur de 20%. Donc nous sommes allés sur le marché et nous avons commencé à garantir des transactions plus importantes, sachant que le risque allait être distribué, qu'il n'y aurait pas ce risque de concentration. Et donc nous avons fait venir la Banque africaine de développement en particulier, mais également la CDC britannique, les fonds OPEP de Vienne, Badia à Khartoum. Et entre ces banques, nous avons pu accroître notre capacité de garantie à autour de 500 millions de dollars et nous avons trouvé à nouveau d'autres partenaires. Donc là, c'est une façon de renforcer les partenariats parce que cette collaboration est là. Quelquefois, vous avez des problèmes d'efficacité. Lorsqu'on veut accroître l'échelle de ces projets, il y a aussi une question de rapidité parce que souvent, le problème de ces banques, comme le dira le secteur privé, ces banques sont très sympathiques, mais elles ne sont pas assez réactives. Et il faut voir que les opportunités, les contraintes, évidemment, sont très sensibles à cette question de réactivité. Donc, il faut savoir être réactif. Et donc, le fait d'avoir ces accords de participation, l'avantage, c'est que nous pouvons avancer plus vite ensemble si il y a une organisation adéquate. Des questions de synergie également se posent aussi. Lorsque vous avez des partenariats qui nécessitent une relation plus étroite, et bien souvent, nous avons pu convaincre un certain nombre de banques de développement de renforcer la position en capital risque parce que nous sommes très exposés et comme beaucoup d'instituts financiers de développement, cet endettement représente presque 25%. Mais grâce à cela, nous pouvons proposer des projets, mais le risque sur ce côté capital risque est accru et souvent vos actionnaires qui viennent des pays en développement se heurtent à ces limites. Et là, les banques de développement, en tout cas dans l'hémisphère nord ou de la région OCDE, peuvent intervenir, pas simplement pour proposer un financement classique ou une participation au risque, mais ces banques-là peuvent également contribuer aux fonds propres. Et nous avons eu justement la participation de différentes banques qui sont intervenues dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole, j'avais 2 ou 3 choses. Non, je m'en tiendrai là. Merci beaucoup, Adnassou. Nous sommes exactement dans les délais. Je voudrais donner la parole à notre maîtresse de cérémonie Asha. Il me semble que nous pouvons répondre à quelques questions. Il vous reste moins de 10 minutes pour cette session. Il nous reste quand même quelques questions qui nous viennent d'un petit peu partout. Tout d'abord, la première question ici. Est-ce que vous estimez que le secteur privé peut produire des subventions venant du secteur public pour certains projets? Est-ce que Alexia pourrait répondre à cette question? Oui. Alors, la réponse est oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons fait de plus en plus de blending, c'est-à-dire que vous avez un crédit qui vient du secteur privé associé à des crédits qui viennent des banques de développement. Alors, il peut s'agir d'intervenir sur un nouveau secteur avec une nouvelle technologie. On parlait justement d'efficacité énergétique. Si le secteur privé n'est pas encore disposé à, disons, à prendre le risque, eh bien ce blending, ce mix vous permet de voir ce qui est possible de faire et lorsque l'affaire tourne, eh bien c'est le secteur privé qui reprend la main. Très bien. Alors, Galton Storm nous dit, à supposer que les États essayent d'atteindre les objectifs du développement durable et le plan climat, comment l'architecture financière actuelle peut-elle jouer un rôle? Est-ce que c'est une approche intégrée à l'évaluation, à la gestion des risques, eu égard aux grandes questions environnementales? Est-ce qu'il y a une possibilité d'action là? Vous pouvez tous répondre. Aussi, vous vouliez intervenir?
Moi, je peux vous dire quelque chose, dit Alfredo. Alors, oui, je serais peut-être un provocant. Oui, non, mais la provocation, nous aimons bien. Il est clair que le changement climatique est un enjeu majeur, mais en même temps, la plupart de ces centrales éoliennes ou solaires sont des biens, sont des actifs importants. Ils sont financés en dollars et il n'y a pas, elles ne génèrent pas des rentrées en dollars. Par contre, c'est ça le problème. Et alors évidemment, nous voulons investir dans ces panneaux solaires, dans ces fermes solaires, comme on les appelle. Et il est important que les banques multilatérales de développement financent ces projets, mais alors à très long terme, pour que ces pays aient largement le temps de rembourser ces crédits libellés en dollars. Merci. Alors, il y a une question peut-être pour Admasou. Par rapport aux banques nationales de développement, qu'est-ce qu'un établissement multilatéral propose de plus? Quelle est la valeur ajoutée d'un établissement régional tel que le vôtre? Admasou. Les banques régionales de développement présentent plusieurs avantages. En particulier, vous avez l'avantage de la diversification. Chacun sait que dans notre paysage, dans notre secteur financier, il faut qu'il y ait un actionnariat diversifié et les banques régionales de développement ont cette capacité d'avoir, si vous voulez, une plus grande diversité d'actionnaires. Donc, on peut plus facilement trouver l'expertise au-delà des frontières du pays, puisque vous pouvez être présent dans différents pays à la fois. Vous n'êtes pas non plus soumis à la réglementation de tel ou tel pays, donc vous êtes protégé, si vous voulez, du cadre réglementaire national qui s'impose aux établissements nationaux, et ce qui vous permet d'attirer davantage de facteurs, plus d'acteurs qu'un établissement national. Je crois que ça, c'est un des aspects clés. Et puis, évidemment, les banques régionales de développement sont bien plus ouvertes aux investissements internationaux. Donc, nous avons des actionnaires qui nous viennent du monde entier. Vous avez des investisseurs chinois, mais également danois ou autrichiens. Donc là, votre position en tant que banque régionale de développement est suffisamment ouverte pour attirer des investissements de différentes sources. Et puis, les notations sont meilleures parce que si vous êtes une banque nationale de développement, votre plafond, c'est une notation nationale. Mais si vous êtes au niveau régional, évidemment, cela élargit votre couverture. Merci pour cette réponse très complète. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais peut-être avoir une toute dernière question. Il est important d'avoir quand même des principes en commun pour veiller à ce que pour toutes les banques publiques de développement puissent coordonner leurs efforts avec une vision partagée, mais pour ce qui est des normes sociales et environnementales, comment trouver le juste équilibre entre des valeurs partagées et des priorités de développement qui varient d'un pays à l'autre, puisque les pays sont à des stades différents de développement. C'est vrai que c'est un équilibre difficile à trouver. Qui est-ce qui souhaite répondre? Si je puis me permettre de me lancer, c'est exactement le genre de question dont on parle depuis des années. Vous avez une démarche au niveau mondial, et les banques multilatérales de développement ont élaboré des normes internationales pour les projets de développement, mais au niveau des pays, chaque pays a son propre système. Pour ce qui est des politiques d'achat, pour ce qui est des normes environnementales, des mécanismes financiers, même vous avez des règles et des normes nationales. Et pour une banque publique de développement, vous avez au niveau national, régional ou mondial, vous avez des situations différentes. Et la question est de savoir comment accompagner nos clients dans leurs projets. Et l'idée, c'est quand même de permettre aux pays de développer leur propre
leur propre situation pour que le niveau s'améliore pays par pays. Et là, quelquefois, l'idée, c'est de permettre à ces pays de pouvoir arriver à un niveau, disons, de qualité de rang mondial, et il faut les accompagner sur cette voie. Mais effectivement, les différents pays peuvent en être à différents stades de développement, ce qui suppose que les normes sociales et environnementales peuvent être différentes. Eh bien, merci. José Antonio, il nous reste 2 minutes si vous voulez clore la session avant de nous quitter. Oui, merci. Merci de ces questions. Je tiens à remercier tous les intervenants de leur contribution, de leur communication. Pour ce qui est des objectifs de rôle contre-cyclique des banques de développement et de la main tendue aux PME, c'est-à-dire que les PME doivent être accompagnées. La question se pose pour elles, mais également la question se pose du transfert de technologie. Ça, c'est les grands problèmes que nous avons évoqués. Ensuite, pour travailler avec des objectifs communs en tant que dans une coordination systémique, avoir une meilleure coordination entre les acteurs, on a dit ici qu'il y a des instruments différents qui peuvent être mis en œuvre. Vous avez les crédits classiques, les prêts classiques, mais Almasou l'avait souligné, il y a le rôle de différents acteurs, et puis il peut y avoir simplement des prêts consentis, mais dans certains cas une participation au capital. Et puis la dernière chose, comment travailler avec les banques nationales et les marchés locaux. La question est importante et on l'a vu de manière très claire dans toutes les interventions, puisque évidemment un établissement multilatéral va accompagner des entreprises privées, mais si vous êtes la Banque nationale de développement en Chine, vous travaillez directement avec le secteur privé aussi. La question est de savoir, l'idée d'avoir un marché local, un marché des obligations, un marché obligataire qui pourrait être là pour quelquefois servir pour redresser ces déséquilibres dans la situation de devise. Sur ce, je voudrais conclure et remercier tous les intervenants. Merci à vous tous pour ce brillant dialogue. Et il y a une chose que j'ai notée, la concurrence c'est bien, mais la complémentarité ce n'est pas mal non plus. Merci de vos efforts et continuez vos efforts. Merci, merci. Nous attendons la fin de notre forum pour clore ces 2 jours de fructueuses discussions. J'ai avec moi depuis quelques instants l'un des principaux auteurs de cette conférence de recherche, Thomas Melogno, directeur exécutif du département recherche et innovation à l'AFD. Donc Thomas, merci d'être venu. Bonjour Acha. Vous êtes vraiment à l'avant-garde de cette conférence de recherche sur les banques publiques de développement. On a dit beaucoup de choses. Ça fait 2 jours que nous parlons. Nous avons eu des dialogues très intéressants. Quels seraient vos principaux messages? Eh bien, il y a peut-être trop de messages, trop de choses. Premièrement, j'aimerais ne pas répondre à votre question, mais j'aimerais remercier les participants à cette manifestation. Merci d'avoir joué si bien votre rôle de maîtresse de cérémonie. J'aimerais remercier les partenaires universitaires, l'Université de Pékin, la LIDRI, la FERDI, Régis Maraudon, Jajun Chu, Stéphanie Griffith-Jones, d'avoir organisé les journées universitaires qui ont eu lieu la semaine dernière. Ils ont fait un travail brillant. J'aimerais remercier Auditoire, Mathias et tous les autres qui ont rendu les interprètes. C'est toujours très important pour les spectateurs d'avoir une traduction correcte pour que ce soit accessible. Et j'aimerais remercier mes chers collègues de l'AFD, tous Elodie, Nicole, Barbara, Magali, Delphine,
aussi, car sans eux, sans elles, rien n'aurait été possible. C'est très gentil, il y a énormément de gens en coulisses. Nous sommes sous les projecteurs, mais il y a tous ceux qui sont en coulisses. Maintenant, je finis par répondre à votre question. Quels sont les principaux messages à retenir? Nous avons appris qu'il y a plus de 450 banques publiques de développement dans le monde. Nous avons développé cela, une base de données qui contient des informations financières et qualitatives sur ces banques publiques de développement. N'hésitez pas à consulter cette base de données. Et bien sûr, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. C'est un effort d'humilité. Donc, il faut compter. Il ne faut pas cesser de compter. Vous avez créé une conversation, vous avez engagé un dialogue avec toutes les parties prenantes. Un grand nombre de questions ont été posées depuis 2 jours. Ce sont des questions tout à fait équitables. Le développement de la connaissance sur les banques publiques de développement est très important. Ces banques jouent un rôle important contre-cyclique, surtout pour aider les gouvernements, les PME, dans le cadre de la crise de la COVID. Il a été démontré par les chercheurs et nous savons que lorsque le secteur privé est en difficulté, les banques publiques de développement peuvent jouer un rôle renforcé. Face à cette crise, il y a aussi la question du climat. Les banques publiques de développement sont des acteurs qui travaillent à long terme. Elles peuvent financer les initiatives. L'IDFC vient d'être mentionné, fournit 200 milliards de prêts par année. C'est vraiment énormément de fonds gérés. Ils représentent 10% des investissements au niveau mondial, mais c'est peut-être encore plus dans le domaine du financement des initiatives de protection du climat. Quels sont les défis au niveau de la recherche? Nous avons des bonnes nouvelles dont je viens de vous parler, mais il y a quand même des difficultés, des obstacles à surmonter. Il ne faut pas se voiler la face, après tout. Il y a des chercheurs qui ont indiqué que si ces banques jouent un rôle positif dans le financement du climat, toutes ne sont pas alignées sur les accords de Paris. Parfois, c'est une question de cadence. Parfois, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, il y a vraiment un effort à faire. Le sommet des banques de développement aura lieu dans 2 jours. Je crois que ceci fournira un élan, une dynamique pour que les banques publiques de développement jouent un rôle encore renforcé. C'est important de financer les choses qui sont bonnes pour le climat, mais il faut aussi nettoyer le reste du portefeuille pour ne pas financer le charbon par ailleurs. Donc, il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jean. Bon. Il a été mentionné également que toutes les banques veulent être alignées sur les ODD, mais c'est difficile d'être aligné sur les 17 dimensions de ces objectifs de développement durable. Il faut être cohérent avec les ODD, mais il y a une prolifération de normes, il y a un effort à faire afin que toutes les banques puissent rapporter et suivre le financement dans le cadre d'un contexte plus cohérent. Il faut une meilleure gouvernance, pas trop de politique. Beaucoup de banques sont capables d'atteindre leurs objectifs, mais d'autres ont des difficultés. Il est intéressant d'avoir vu aujourd'hui dans une des tables rondes les conditions dans lesquelles on peut avoir une bonne gouvernance des banques publiques de développement. Et on peut même en attendre plus des banques publiques de développement. Certaines manquent de capital, certaines n'ont pas accès à la dette à de bons taux, ce qui les empêche de développer leur activité. Il y a encore des barrières à l'activité des banques publiques de développement. Il faudra en gérer, peut-être parce que ces banques sont trop petites pour avoir accès à tous ces types et mécanismes de financement. Thomas, maintenant que nous avons mis en lumière tous ces points importants, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Quel est l'avenir? Il y a encore des questions à régler qui sont évoquées dans le cadre de conférences comme celle d'aujourd'hui. Quels investissements peuvent ces banques attirer? On ne sait pas combien elles peuvent attirer ces investissements pour financer les ODD. Certains disent que nous devons mieux financer. D'autres disent que les banques ont besoin de plus de capitaux. Il y a différentes techniques.
Il y a quand même encore un point qui n'est pas encore résolu, l'ampleur des effets qu'on peut atteindre. Il y a également énormément de pays où il n'y a pas de banque publique de développement. 30 pays n'ont pas de banque nationale de développement. Ça, c'est vraiment un problème. Il faut travailler pour résoudre ce problème. C'est vraiment une défaillance de marché au niveau mondial. Et enfin, nous n'avons pas nécessairement de manière homogène une méthode de surveillance des ODD. On a une taxonomie verte dans le domaine du climat pour décrire les émissions vertes, mais pour l'instant, les obligations vertes, mais nous ne savons pas ce qu'on entend par une obligation durable. L'AFD développe des méthodologies, il y a des méthodologies différentes, donc je crois qu'il y a un certain manque de transparence auquel il faudrait remédier d'ici quelques années. Donc voilà les principaux faits, les défis à relever. Il y a des gens qui ont dit tout à l'heure que les banques publiques de développement ont été trop silencieuses et la finance ne doit pas être neutre. Donc il faut une finance engagée, transparente, véhémente. Et nous en parlerons dans 2 jours dans le cadre du sommet finance en commun. Encore une fois, le débat est ouvert et maintenant, il faut agir. Très bien. C'est vraiment une excellente conclusion. Merci Thomas. Je crois que c'est vraiment une grande avancée pour l'AFD. Merci d'être venu conclure avec moi. Thomas, au nom de l'AFD, l'Agence française de développement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué, les partenaires, l'IDRI, l'Université de Pékin, la FERDI, les chercheurs, les orateurs brillants que nous avons entendus, l'audience, les spectateurs, les auditeurs. Merci de votre participation active. Merci des contacts que vous avez pu établir. Je crois que vraiment nous avons jeté les bases hier et aujourd'hui d'une réflexion solide sur le potentiel des banques publiques de développement pour renouveler leur mandat, la gouvernance, les instruments, la mission en vue d'un avenir durable. Ça, c'est le début d'une transformation globale qui va se développer jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre objectif commun. Demain, nous commencerons l'édition inaugurale du sommet Finance en commun. Je vous retrouve demain à 3 heures pour la session d'ouverture sur la plateforme Financement en commun. Finance en commun, vous pouvez rester sur la plateforme et continuer d'échanger avec vos collègues et autres participants. N'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger les papiers de recherche sur la plateforme et sur le site de l'AFD, ainsi que revoir les conférences d'hier et d'aujourd'hui qui seront disponibles bientôt. Merci pour ces 2 jours très intéressants et je vous retrouve demain pour le sommet Finance en commun. Faites attention à vous et à bientôt. Au revoir.